Le destin d'Alpha Condé a brutalement basculé à l'aube du 5 septembre 2021, quand des militaires putschistes ont pris d'assaut le palais présidentiel de Conakry avant de l'assigner en résidence étroitement surveillée, puis de l'envoyer en exil en Turquie, où il vit désormais. Aujourd'hui, loin de sa terre de Guinée, alors que son tombeur, le colonel Doumbouya, dirige une transition à durée indéterminée, le président Alpha Condé, qui a toujours refusé de démissionner, n'a renoncé à rien. Fier de son bilan, il continue de faire ce qu'il a toujours fait et fera jusqu'à son dernier souffle, de la politique. Le film que vous allez voir a été réalisé peu avant la chute de cet homme d'État atypique, obstiné et qui ne laisse personne indifférent, dont l'itinéraire hors du commun s'apparente à un parcours du combattant. Resté depuis inédit, ce portrait total d'Alpha Condé se devait d'être enfin diffusé à titre de document pour l'histoire de la Guinée et celle de l'Afrique. C'est l'histoire d'un homme dont le destin se confond avec celui d'un peuple et d'un pays. Le parcours d'un militant qui a connu l'exil et la prison avant de parvenir au sommet du pouvoir et qui n'a jamais utilisé d'autre force que celle de la démocratie. On est là, s'il vous plaît. Partout où il a vécu au cours d'une vie couturée de combats, ce panafricain nourri aux idéaux du socialisme humaniste de Jaurès et de Césaire, de Lumumba et de Mandela, a eu la Guinée chevillée au cœur. 40 années de lutte, d'attente, de patience infinie et de souffrance muette, avant ce jour de décembre 2010 où l'enfant de Bokeh est devenu le premier président démocratiquement élu depuis l'indépendance. Depuis lors, c'est un autre combat que mène chaque jour ce chef d'État aux passions inépuisables, celui du développement, sans lequel toute liberté est fictive. Voici donc, revisité pour la première fois, la vie d'Alpha Condé, président hors norme d'un pays béni des dieux, au service duquel il a juré de consacrer son existence jusqu'à son dernier souffle. Alors ce film, Monsieur le Président, le pouvoir et la vie, ce film, c'est l'histoire de votre vie. Les tout premiers pas de cette saga d'Alpha Condé, c'est à Bokeh, en Basse-Guinée, qu'il faut aller les chercher. Un jour de mars 1938. Alors pourquoi Bokeh, Monsieur le Président? Pourquoi êtes-vous né à Bokeh? Vous êtes de la communauté malinké, Bokeh est un pays sous-sous. Vous savez que les fonctionnaires étaient affectés. Mon père était fonctionnaire à Bokeh, ça explique donc qu'il se soit établi là-bas et établi une famille. Et pendant, mon père a fait la forêt, il a fait plusieurs régions. Bon, nous ne sommes pas tous nés à Bokeh, c'est moi qui suis né à Bokeh. Votre père, Mamadou Condé, votre mère, Saran Camara, quels souvenirs en gardez-vous? Disons, ma mère était une femme très généreuse, qui se dévouait plutôt aux autres. La preuve, beaucoup de gens habitaient chez nous sans rien payer. Mon père était un peu autoritaire. Et bon, c'est le type du mandin un peu féodal. Mais qui m'a quand même inculqué une éducation qui m'a permis d'être ce que je suis. Parce qu'il était très sévère, très rigoureux, mais cela m'a aidé. Bon, évidemment, au départ, ça ne me plaisait pas. Mais finalement, ça a été une très bonne chose qu'il ait été très sévère et rigoureux avec moi. Vous appartenez à une grande communauté à l'intérieur de la Guinée, communauté des Malinqués, on va en parler. Mais finalement, on a du mal presque à vous rattacher à une communauté en particulier.
Je suis né à Bokeh, j'ai grandi en partie à Conakry et je suis parti en France. Donc, l'histoire des castes, autres, bon, je n'ai pas connu. Comme moi, je suis parti très tôt en France, donc c'est des questions qui n'ont pas imprégné ma culture. C'est plutôt une culture urbaine et une culture d'unité, de voir le peuple de Guinée comme un ensemble. Les parents d'Alpha Condé sont originaires de Baro, en Haute-Guinée, au cœur du pays malinké. En cette fin des années 40, dans ce qui s'appelle encore l'Afrique occidentale française, Sarane Condé est mère au foyer. Mamadou Condé est fonctionnaire de l'administration coloniale française, à ce titre affecté à Bokeh, en Guinée-Maritime, où son fils Alpha voit le jour le 4 mars 1938. Rapidement muté à Conakry, Mamadou Condé installe sa famille dans le quartier populaire de Mafenko. Le jeune Alpha fréquente l'école primaire du centre, puis le collège des Pères à Dixine. Qui fait passer au tableau, un garçon, hein? Voilà, voilà. 9h47. 9h45 minutes. 25 secondes. Plus 5 et 0. 5. 2 et 1. 3. Nous sommes alors à la fin de l'époque coloniale. Cette colonisation, comment la viviez-vous, jeunes Guinéens? Une injustice, discrimination, ou alors quelque chose qui était destiné à passer? Vous savez, moi, les souvenirs que j'ai, lorsque on devait passer les certificats d'études, donc pour avoir la bourse, moi j'avais mis externe. Et le directeur qui s'appelait Rabel à l'époque dit non, seuls les expatriés peuvent externe. Il a barré, quand il n'est pas déjà encore mis externe, il est venu, il m'a giflé. Donc c'est ce qui a amené que finalement j'étais au séminaire à l'école des Pères. Donc c'était une volonté réellement de montrer que les expatriés et nous, on était totalement différents, puisque les expatriés avaient le droit d'être externes, mais nous, on n'avait pas le droit d'être externes. C'est deux souvenirs que j'ai gardés, disons, des colonisateurs. ala tula na ge to ngara donc na ku wese sama kanda la mabi afayin ke amala ga tungu wombe amina agumma bari mbaga fala wobe c'est de rosera nana an lu fo yo ameleke mu gumana na ran fin ma ya ga ro ira. Vous avez fréquenté parallèlement l'école coranique. Oui. Ça se passait comment? Quel islam, quel type d'islam on enseignait? C'est un islam de tolérance? La Guinée est de tradition, c'est malékite. La région guinéenne musulmane est très tolérante en Guinée. Et moi, j'étais à l'école coranique à Boulibine, chez Kalmar Bari, qui habitait dans la cour de Haïfodé, où donc j'ai eu comme co-disciple, mais enfin peut-être un peu plus vieux que moi, des gens comme Dakimbor et beaucoup d'autres. Alpha était plus fort que nous. Hein. Non, il faut se dire la vérité. Lui, il était plus intelligent. Et puis encore, il se moquait trop de ses copains, quoi. C'est pourquoi il est toujours se bagarrer avec les autres, quoi. Quand on est plus intelligent sur l'autre, tu lui dis quelque chose seulement, il s'énerve, alors c'est la bagarre. Alors, moi, je le disais toujours de ne pas faire ça, il est tout cela. Moi, je le conseillais toujours. C'est pourquoi on est devenus amis. Et puis, le football aussi, à l'enfance, lui, il était gaucher comme moi. Gaucher. Gaucher. À l'enfance, il jouait très bien, comme moi. Il jouait à quel poste? Ah, moi, il était au milieu, moi, je faisais le demi. Et lui, il était milieu de terrain. Milieu de terrain. Voilà, c'est lui, il est gaucher comme moi. On jouait là-bas après, à l'école. Il fallait, dans les quartiers, on formait des clubs.
un joueur de milieu de terrain et gaucher. Et Gaucher, oui. doué. Mais Mais indiscipliné. lui, il était très bon. Mais indiscipliné parce que j'aimais beaucoup dribbler, garder la balle. Et donc l'entraîneur me critiquait souvent. Ouais, je disais un peu indiscipliné. Et D'Akimbo nous a dit, s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, la politique, il aurait pu devenir un footballeur professionnel, finalement. Oui. C'est peut-être Mais une carrière. C'était pas ma vocation. 1956. Alpha Condé a son brevet en poche et des notes de premier de classe. Son père décide de l'envoyer poursuivre ses études en France, où vit déjà Nsira, sa sœur aînée. De Conakry à Marseille, le long trajet se fait en bateau. Puis c'est Toulouse et le lycée Gambetta. Ville universitaire, Toulouse est alors un foyer important de la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, sous influence communiste et dont les membres militent activement pour l'indépendance des colonies françaises. Alpha Condé participe aux réunions enfiévrées, en même temps que des camarades venus de toute l'Afrique francophone. Vous avez un souvenir de ce départ en 1956? Vous prenez le bateau? Je prends le bateau, oui, et je suis parti avec des amis. Non, vous arrivez à Marseille, je crois. Marseille. Puis ma soeur est venue me chercher. Voilà. Et ma soeur était à Carcassonne. Donc moi, je me suis inscrit au lycée Pierre de Fermat, qui s'appelait avant Gambetta. C'est là que vous faites finalement connaissance avec le syndicalisme étudiant. Toulouse était vraiment le grand centre de la France. Bien sûr, le comité directeur se trouvait à Paris, mais le journal d'étudiants guinéens avait sa rédaction, la direction de la rédaction à Toulouse. Et les grands ténors de la FEANF, comme certains comme le Sénégalais Kader Fall, Ndala Graye, et beaucoup de ces grands dirigeants qui sont devenus après les grands dirigeants de la FEANF étaient à Toulouse. Et comme mon tuteur, Souma Théodore, était dans le même groupe, donc dès que je suis venu, ils m'ont pris en main. J'étais un peu leur petit poulain. Et vous, donc, lycéen, en seconde, vous avez 16 ans, 17 ans, vous baignez dans ce milieu déjà. Oui. C'est déjà le virus de la politique. Oui, mais parce que ce sont des gens qui m'ont pris comme leur petit frère. Par exemple, Kader, quand il me voyait dans la rue, il me prenait par les oreilles, il m'amenait en bibliothèque. Donc, j'étais constamment avec eux, j'allais avec eux en réunion, j'étais tout le temps avec eux. Donc, j'étais tout le temps au réunion de la femme, j'assistais à toutes les réunions. Un mouvement qui était très, très marqué à gauche. Oui. Et ça, on peut dire que ça a forgé votre esprit politique et votre esprit panafricain. Bien sûr. La FEANF, ça a été une école, une matrice. Une école qui m'a marqué profondément, comme la plupart des étudiants africains en France. Monsieur le Président. Oui. Bon, je vais appeler les choses. Noceni. Attendez. Bon, vous dites à Lucien Nabé et au ministre de l'énergie de venir. Vous appelez Nassir aussi s'il peut venir. D'accord. Le ministre de l'Énergie, lui, il est déjà là. Ah bon, d'accord. Monsieur le ministre de l'Énergie. J'ai dit à Commandant de me monter le document de Nassir là. D'accord. Il l'amène. Entre-temps, le gouverneur est en route, donc il devrait arriver. Je n'ai pas encore réussi à obtenir Nassirou. Ah bon, très bien. J'avais pas lu l'annexe. Je n'avais pas lu l'annexe. Il disait seulement ses commentaires. On va dire bien en bas de suite à 3. Ne faites pas avancer. Oui. Monsieur le conseiller Nassirou. Alors? Bonjour, Monsieur le Président. Merci. Bonjour, Monsieur le Ministre. Non, on discute de votre note là. Parce que moi, je suis d'accord avec vous. Donc, elle ne fait pas partie de ce qui est financé par la vie et ce qu'ils proposent est extrêmement intéressant. Ils sont encore là? Oui, je peux. Donc, il faut que vous les rencontrez ensemble. Ce qu'ils ont proposé est extrêmement intéressant. Ils ont écrit au ministre. Hydropower Guinée a 5 partenaires
qui ont écrit à Hydropower qu'ils les soutiennent dans le projet de diagnostic, réhabilitation, maintenance et exploitation du barrage hydroélectrique de Dunkerque. C'est à Louviers, en Normandie, qu'Alpha Condé passe la première partie de son baccalauréat. Louviers, la ville du futur président du Conseil, Pierre Mendès France, avec qui Mamadou Condé, le père d'Alpha Condé, est entré en contact. Mendès France sera donc pendant 1 an le tuteur correspondant du jeune Alpha. Puis c'est Paris, enfin, et le lycée Turgot, pour la seconde partie du bac qu'il obtiendra avec succès. Pendant qu'Alpha Condé poursuit ses études, coup de tonnerre dans le ciel franco-africain. 28 septembre 1958. Suivant le mot d'ordre d'Ahmed Sékou Touré et de son parti démocratique guinéen, le PDG, la Guinée est la seule colonie à voter non au référendum sur la communauté française proposé par le général de Gaulle. Le score, 95%, est sans appel et le général ne décolère pas. C'est le divorce immédiat. Dès le 2 octobre, l'indépendance est proclamée et l'ancien leader syndical Sékou Touré, adulé par le peuple, en est le premier président. Nous avons quant à nous un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Et le nom, la manière dont il parle à De Gaulle, dont il répond à De Gaulle? Et la FINF était pour le non. La FINF avait appelé les pays africains à voter non. Donc la FINF avait, et là, j'ai l'association Guinée en France, on avait massivement demandé à voter non. Certains de nos amis plus aînés, comme Alpha Sow par exemple, on faisait campagne pour le non en Guinée. Donc on était réellement engagés pour le... Vous savez, la FINF était un mouvement qui voulait l'indépendance de l'Afrique et l'unité africaine. Vous êtes à ce moment-là, on peut dire, un admirateur de Sékou Touré. Bien sûr, oui. Vous savez, le PDG n'a pas... Quand nous, on demandait non, le PDG nous critiquait. Par exemple, on disait, pendant. C'est-à-dire, c'est la fin le premier qui a demandé de voter non. Le PDG n'a pas voté non. Le PDG qui était le parti de Sékou Touré. Il dit mariage à condition qu'elle ait le droit de divorce. C'était la prochaine structure de départ. Sékou Touré voulait bien, je veux bien adhérer, mais il faut que c'est fait un mariage avec le droit de divorce. C'est lorsqu'il y a eu cet affrontement avec De Gaulle que Sékou Touré a balancé maintenant pour voter non pour l'indépendance. Sinon, au départ, c'était un mariage avec le droit du divorce. Alors vous étiez plus radical que le PDG? Bien sûr, oui, parce que la fin était un mouvement qui a été toujours, depuis sa création, était pour l'indépendance et l'unité africaine. Quartier latin à Paris. Alpha Condé a 2 priorités. La FEANF, au sein de laquelle il milite activement, et les études, enchaînées avec autant de brio que de gourmandise. Le droit public à la Sorbonne jusqu'au doctorat d'État, les sciences politiques à Sciences Po, une licence en sociologie, autant de passion, autant de diplômes. Sciences Po, c'est une institution quand même assez élitiste, oui, surtout à l'époque. Et vous êtes un étudiant africain progressiste qui est rentré à Sciences Po. Comment ça se passe? Est-ce que vous vous sentez bien accueilli? Vous savez, moi, j'étais très intégré parce qu'on se fréquentait déjà. Et quand j'étais à Sciences Po, j'habitais chez une dame à côté de Galerie Lafayette, et j'organise des surprises parties. Et tout le monde se retrouvait là, tout le monde, les Africains, les Blancs, tout le monde se retrouvait entre nous. Donc, vraiment, à Sciences Po, je n'ai pas connu de problème. C'est vous qui organisiez des... C'est moi qui organisais, oui. Non? Qui permettait à tout le monde de s'intégrer, quoi. Oui, mais parce que bon... De se connaître. Bon, on était très liés, bon, on était un peu des petits... Vous étiez jeunes. Des petits, qui aimaient bien s'amuser, etc. C'était un jeune et beau Africain, très bien habillé, très dandy, très populaire. Hein. Il avait visiblement déjà une cour, de cour autour de lui, mais qui n'était pas uniquement une cour féminine, hein, je ne veux pas dire cela, mais il avait déjà une attitude peu de leader quand même, hein, déjà de ce moment-là. Il était militant politique quand même, hein, il était militant politique. C'était un leader. Et c'est un leader au point d'ailleurs d'avoir réussi à être président de la FEAM, donc il était leader. Ça, c'était l'Alpha étudiant. Parallèlement, donc au début des années 60, il y a
l'histoire qui s'accélère en Guinée, parce que vous militez toujours à la FEANF, et puis vous avez toujours l'œil sur la Guinée. On a soutenu la Guinée, on venait faire ce qu'on appelle l'investissement humain. C'est-à-dire on venait pendant les vacances et on travaillait dans l'administration, bénévolement, pour apporter notre appui à l'administration. Et vous rencontrez Sékou Touré? Oui, et Sékou Touré me recevait régulièrement. Et à chaque fois, il me recevait, il me consacrait beaucoup de temps. Je me rappelle lorsque le ministre de la Défense ghanéen devait aller diriger le contingent guinéen qui devait aller au Congo-Kinshasa. J'étais dans le bureau du président. Il m'a reçu, il m'a gardé, il les a reçus. Bon, mais manifestement, il a vu à un moment donné que l'addition ne m'intéressait pas. Il m'a dit, moi, je suis parti. Donc, j'avais d'excellentes relations avec le président. Je le rencontrais régulièrement, on discutait. J'avais d'excellentes relations avec lui. Yes, I'm Guinean. Pour Alpha Condé, qui a alors 23 ans, et pour la FEANF, le moment de la rupture avec le président Sékou Touré est venu. Peu à peu, Sékou Touré, héros de tout un peuple, se transforme en un dictateur impitoyable et paranoïaque. Le mythe d'un État-nation sans classe s'efface au profit d'un régime répressif dont l'objectif est de liquider les forces progressistes. Le 24 novembre 1961, une manifestation d'étudiants à Conakry est noyée dans le sang et les survivants sont emprisonnés au sinistre camp d'internement militaire Boiro. Fin de la guerre d'Algérie, mai 68, mobilisation contre la guerre du Vietnam, sans oublier la férule de Sékou Touré. En cette décennie de braise, le camarade Alpha est sur tous les fronts. Élu président de la FEANF en 1965, Alpha Condé tisse un réseau d'amitié internationale, de Pékin à Brazzaville, de Dakar à Belgrade, d'Abidjan à Berlin, qui lui servira plus tard. Il devient également professeur des universités et ce boulimique de débats politiques milite au sein du SNESUP, le syndicat de gauche des enseignants du supérieur. Donc en décembre 65, vous accédez à la présidence de la FEANF. Votre analyse à l'époque est très teintée quand même de marxisme, il faut le reconnaître. Oui, mais c'était le langage de l'époque, c'était... Et la Guinée, vous l'avez... Comment il n'y a pas de classe ouvrière en Guinée, très peu. C'était quoi la force motrice pour la révolution en Guinée à l'époque? Non, bon, évidemment, à l'époque, nous étions un peu la pensée de Mao. Nous pensions qu'il fait partie de la campagne pour encercler les villes et que la paysannerie devait être la force principale du changement, etc. Ce n'était pas la classe ouvrière. C'était un peu cette vision qui n'était pas seulement de Mao, qui était aussi celle de Giap, de Ho Chi Minh, etc. On était très influencés par ça. À partir du milieu des années 60,
vous vous installez, si je puis dire, professionnellement, puisque vous êtes enseignant. Je suis devenu enseignant après mai 68, oui. Voilà. Fac de droit, sciences éco, c'est ça? Oui. À Paris 1 Sorbonne et à l'école supérieure des PTT. Des PTT, avec Edmond Joubou, oui. Et vous faisiez des cours là-bas des cours de quoi? Et des cours de finances publiques. Là c'est le militantisme total. Vous êtes sur deux fronts. Il y a à la fois la FEANF et puis vous adhérez au SNESUP. Oui. Le SNESUP, on c'est... adhère au SNESUP, oui, mais parce que c'était le syndicat. C'est le syndicat. Et j'ai été donc dans le bureau du SNESUP à la fac de droit. Il y avait à Paris l'association des étudiants guinéens en France. C'est en 1962-63 que j'ai fait la connaissance du professeur Alpha Condé dans cette association. Je l'ai rejoint pour les idées qu'il émettait dans les réunions. Et j'ai vu en lui un patriote qui aimait la Guinée, qui voulait que ça change en Guinée, depuis déjà cette époque. Année 70, année noire pour Alpha Condé. 22 novembre, agression extérieure en Guinée. Les troupes coloniales portugaises et leurs supplétifs guinéens débarquent à Conakry. C'est l'opération Marée Verde, destinée à capturer le leader nationaliste bissau-guinéen Amilcar Cabral et à renverser le président Sékou Touré. L'attaque est repoussée et Sékou Touré en profite pour liquider toute opposition interne à son régime. Alpha Condé, qui a pourtant fustigé le coup de force dès les premières heures, est condamné à mort par contumace aux côtés de 86 Guinéens. Quel effet ça fait quand on apprend qu'on est condamné à mort? Un jour, j'étais assis au café à la rue Soufflot. On blaguait comme ça. Il y a un ami qui me dit, mais ici c'est que tu vous condamner. J'ai dit, mais toi, comment il va nous condamner? Et c'était encore une position. Et le soir, quelqu'un m'appelle d'Abidjan pour dire, Alpha, et tu sais qu'Alpha, toi, vous êtes condamné à mort par contumace? Ça signifie très clairement que vous ne pouvez plus rentrer en Guinée? Bah, évidemment. Évidemment. Et pour vous, c'est pas un déchirement? Vous vous dites, non, j'attends la chute du régime? Et moi, j'ai dit que je ne souhaite pas l'exil à quelqu'un. L'exil est très, très difficile à supporter moralement. D'être coupé de sa famille pendant des années, vous ne pouvez pas voir. Quand il y a des promos, tout ce qui se passe, c'est très dur l'exil. C'est pourquoi moi, je souhaite l'exil à personne. Moi, j'ai été frappé une fois. J'ai rencontré un ami intime qui était mon ami intime au Champs-Élysées. Je voulais saluer, il ne m'a pas répondu. C'est-à-dire les gens avaient peur qu'on se voit avec nous parce que tout si tu vas avec nous, on va dire que tu es anti-guinéen. Donc ça fait mal de voir que beaucoup de vos amis intimes peuvent vous fuir pour ne pas être accusés. Donc des gens qui venaient de Conakry nous évitaient. Milieu des années 70, l'activisme d'Alpha Condé gêne désormais l'Élysée. Entre la France de Valéry Giscard d'Estaing et la Guinée de Sékou Touré, les rapports se décrispent peu à peu. Rompus au lendemain de l'indépendance, les relations diplomatiques reprennent et le président français se rend en visite officielle à Conakry en décembre 1978. On fait alors comprendre au professeur militant que l'enseignement lui est désormais interdit. La donne change parce que les autorités politiques françaises ne vous considèrent plus d'un œil favorable. Jusqu'à des interdit la FEANF. Ensuite, ils m'ont créé plein de problèmes à la fac, donc j'ai été obligé de quitter. Heureusement, j'avais un ami, Jean Chacha Tourinsev, qui avait une société de négoce de café. Et donc, lui m'a proposé de venir travailler avec lui. Donc, j'ai quitté l'université. C'est-à-dire qu'on vous fait comprendre à l'université qu'il vaut mieux... Que je n'étais pas le bienvenu. Donc j'ai quitté, mais ça n'a pas été un problème puisque j'avais un point de chute, c'était avec mon ami Sacha qui était mon promotionnaire à Sciences Po et qui avait donc cette société, qui m'avait relancé plusieurs fois, j'avais refusé, mais cette fois j'ai accepté de travailler avec lui. Donc je me suis chargé maintenant de faire la promotion du sucre râlé en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo Brazzaville, en Angola, etc. C'est un métier nouveau que vous pratiquez. Ça vous a appris des choses pour l'avenir qui... Bien sûr, parce que d'abord, ça m'a fait comprendre exactement le système de négoce, le fonctionnement des entreprises capitalistes, etc. Et aussi le jeu en Afrique. Donc, quand je suis venu au Cameroun, le Bobo Amatokour, qui était le patron de la caisse de stabilisation, au début on s'est accroché, il m'a dit oui, tu es comme les autres. J'ai dit non, moi je ne suis pas venu pour ça. Et au bout d'un moment, il a compris
que moi j'étais venu, j'étais venu avec une autre idée, parce que même si j'étais dans le gauche, je n'ai jamais oublié que j'étais un militant politique et que j'entendais jouer un rôle en Guinée. Donc, en aucun cas, je ne pouvais accepter aucune compromission qui pouvait demain me gêner dans ma lutte politique. Alors, mon cher ami... Comme je suis touché, en fait. Comment ça va? Comment ça va? Le responsable de CEMEC. Son Excellence. Directeur, CEMEC, Sinomac, le responsable, l'interprète, et de l'institution de conception pour Manioc et pour Palmier. Merci. Voilà. Alors, on va la famille. Le dernier. Présent, bonjour. Alors? Il est en train de transformer l'agriculture guinéenne. Il est en train de transformer. Et en effet, depuis mon départ, et depuis la décoration des médailles que vous m'avez donnée, je n'ai jamais cessé de travailler et chercher des occasions pour le relancement et le développement de la Guinée. Finalement, le développement stratégique de l'agriculture... Plus que jamais, donc, la lutte continue pour Alpha Condé. Mais elle n'est pas simple à mener. Les présidents sénégalais Senghor et ivoiriens Houphouët-Boigny ont à leur tour fait la paix avec le président Sékou Touré. Et les activités dans la région d'Alpha Condé et de ses partisans se déroulent désormais dans une quasi-clandestinité. Particulièrement à Abidjan, où Alpha Condé a établi un bureau de sucres et denrées et d'où il fait parvenir aux militants de l'intérieur des brochures et des tracts en Guinée forestière. En 1977, Alpha Condé et ses proches créent le parti politique MND, qui deviendra 11 ans plus tard le RPG, le Rassemblement du peuple de Guinée. « 26 mars 1984. Le président Ahmed Sékou Touré s'éteint dans un hôpital de Cleveland, aux États-Unis, après 25 années de règne absolu, chaotique et violent. Un chapitre se referme dans l'histoire de la Guinée qui a marqué à jamais les esprits et la façon d'être de son peuple. Mais le personnage Sékou Touré lui-même, vous lui avez rendu hommage. D'ailleurs, vous êtes incliné, etc., sur sa tombe. En quoi son apport à la Guinée a été positif? Vous retenez quoi? L'homme du nom? Il a eu sa phase, comme j'ai dit, sa phase ascendante et sa phase descendante. Sa phase ascendante, c'est lorsqu'il a pris la tête du syndicat. Pendant un moment, il était vraiment combatif. Malheureusement, il a été récupéré par le gouverneur général de Dakar. Et à partir du moment où la Sékou Touré a cassé le syndicat, c'est en ce moment qu'il s'est opposé à des gens comme Seydou Diallo du Mali, etc. Donc, pendant sa phase ascendante, il a joué un rôle positif. À Conakry, voici venu le temps des militaires. Dès la mort du président Sékou Touré, le colonel puis général Lansana Conté prend le pouvoir le 5 avril 1984. Il ne le lâchera pas pendant 24 ans, secondé par des civils à ses ordres. Le général Lansana Conté s'engage à établir la démocratie, mais très vite, son régime se referme et se radicalise dans la continuité du précédent. Nous n'avons pas mis les gens en prison pour un problème politique, parce que ce qu'ils ont fait, c'est passé. Ça ne nous intéresse plus. Si nous voulons fouiller le passé, l'avenir nous va nous échapper. Ça, c'est clair. Alors que souffle sur l'Afrique francophone le vent démocratique du sommet de la Baule, organisé par François Mitterrand en avril 1990, le général Lansana Conté esquisse une timide ouverture politique. Celui que l'on surnomme le président paysan annonce la tenue d'une élection présidentielle pluraliste pour la fin de l'année 1993. Pour Alpha Condé, dont le parti, le RPG, s'est clandestinement implanté à travers toute la Guinée, l'heure est venue de rentrer enfin au pays après 20 ans d'exil afin de participer au scrutin, et peu importe les risques. Mais pour le président Lansana Conté et ses proches, laisser rentrer Alpha Condé en Guinée, c'est introduire le loup dans leur bergerie privée. Alors, ils feront tout pour l'en empêcher. Le 17 mai 1991, vous décidez de rentrer. Le gouvernement ne voulait pas que je rentre. Ils ont interdit aux compagnies de me prendre. D'abord, ils ont dit que je n'étais pas guinéen. Bon, ils ont dit que je n'étais pas guinéen. Parce qu'à partir de 1964, Sékou Touré ne donnait plus de passeport. Donc j'ai pris un de mes passeports de 1962. Et c'est rentré avec ça. Donc les étudiants sont massivement mobilisés à l'aéroport. Ils ont dit que si je ne rentre pas, ils vont me casser.
Vous y étiez? On était à l'aéroport. Vous-même? Oui, bien sûr. Les étudiants ont commencé à crier des slogans par-ci, par-là. Sortez-le, sortez-le, ainsi de suite, etc. Sinon, on va brûler, ainsi de suite. Le pouvoir avait menacé que l'avion qui amènerait le professeur Alpha Condé sera brûlé. Mais malgré tout ça, il est arrivé. Il a pris le courage. Et il est arrivé. Le 17 mai 1991, en fin d'après-midi, Alpha Condé foule enfin le sol de Guinée. Il a 53 ans et lorsqu'il apparaît, la foule exulte. Des milliers de militants présents pour l'accueillir à l'aéroport ont fait reculer le pouvoir. Mais très vite, le président Lansana Conté et les militaires se ressaisissent. Les choses tournent mal. Après être allé prier à la mosquée, Alpha Condé tient son premier meeting au stade de Koléa, qui est violemment dispersé par les forces de l'ordre. Traqué par la police, qui saccage son domicile et tue l'un de ses jeunes partisans, le chef du RPG doit se réfugier à l'ambassade du Sénégal. Il y restera 45 jours, avant que le président sénégalais Abdou Diouf envoie un avion pour l'exfiltrer de Conakry. Néanmoins, Alpha Condé n'a qu'une seule idée en tête, l'élection présidentielle de 1993. Et malgré les risques, il fera des allers et retours en Guinée pour faire campagne. Harcelé, calomnié, le parti du RPG poursuit malgré tout sa difficile implantation. Au soir de l'élection présidentielle du 19 décembre 1993, les premiers chiffres du scrutin donnent Alpha Condé en tête, devant Lansana Conté. Un second tour paraît inévitable, avec de forts risques pour le président sortant d'être battu. Perspective inenvisageable pour lui, qui, d'un trait de plume, annule les résultats dans 3 villes où le candidat du RPG, Alpha Condé, était arrivé largement en tête. Lansana Conté se proclame alors élu avec 51% des voix. Dans le domaine des coups d'État électoraux, c'est un cas d'école. Officiellement, on vous attribue 20,85% des voix. En réalité, vous aviez combien? Non, mais j'avais plus de 50%. J'avais plus de 50%. Donc vous gagnez... Après avoir supprimé mes sièges, quand ils ont supprimé mes sièges, mes voix de Sigini, ça ne suffisait pas. Donc dans un deuxième temps, il a annulé. Et c'est Gomez qui a annulé. C'est qui est extraordinaire. C'est le ministre qui annule les résultats, pas la commission, c'est le ministre qui a annulé. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez, le pauvre Gomez, il était pris... Tout le monde a voté RPG. Tous les garnisons militaires ont voté RPG. Il a fallu... ils ont fait un coup d'État électoral pour empêcher un deuxième tour. Les militants étaient révoltés. La situation est quand même très tendue. Il y a des jeunes officiers qui sont venus me voir. Nous, on a tous voté pour toi. Il ne faut pas accepter. C'est nous qui sommes dans les chars. Si tu vas à l'affrontement, c'est nous qui nous serons derrière toi. J'ai été rencontrer les communautés. Bon, ils m'ont dit que voilà, il faut aller à l'affrontement. J'ai dit non, si on va à l'affrontement, bon, vos enfants vont mourir. Après, demain, si la Guinée va bien, votre fille ne sera pas là. Vous allez dire c'est la faute d'Alpha. Je ne veux pas de ça. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai sillonné les mosquées pour dire que moi, je ne suis pas venu pour gouverner les cimetières. Je suis venu pour gouverner pour les hommes. Et si j'envoie une partie au cimetière, pourquoi je vais faire? Donc, j'ai refusé l'affrontement. J'ai dit, bon, s'il veut tricher, il n'a qu'à proclamer sa victoire. Et les gens m'en ont voulu à l'époque, mais après, ils ont compris que j'avais raison. Parce que ça ne sert à rien de faire massacrer les gens. Ils ont dit que voilà, pourquoi tu as reculé, il fallait pouvoir... Bon, ils m'ont attaqué. Mais après, ils ont compris que j'avais raison. Mais votre décision de demander à vos partisans d'accepter finalement cette injustice, c'est une décision qui est quand même une décision très forte. Est-ce que ce n'est pas un petit peu une constante chez vous? C'est-à-dire je suis contre la violence. Moi, je n'ai pas fait la politique pour faire mourir les gens. Et si vous voulez faire le bonheur des gens, comment vous pouvez envoyer une partie au cimetière si vous voulez faire leur bonheur? Moi, j'ai été opposant pendant une année, de 68 jusqu'en 84, j'étais opposant. Et je n'ai jamais voulu la violence. Donc, pourquoi maintenant je vais avoir de la violence?
Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Secrétaire général. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'ordre du jour de la présente session du Conseil des ministres est le suivant. 1. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel. 3. Décisions. 4. Divers. Pour Alpha Condé et le RPG, le combat démocratique continue. Chaque espace de liberté étant le résultat d'une âpre conquête. En juin 1995, le président Lansana Conté organise des élections législatives. Première victoire dans les urnes pour le RPG d'Alpha Condé, qui obtient 19 députés à l'Assemblée nationale en dépit des fraudes organisées. Le RPG devient la première formation de l'opposition. Alpha Condé se lance alors à corps perdu dans la campagne des élections présidentielles de 1998. Il n'ira pas jusqu'au bout. C'en est trop pour le pouvoir. Dans la nuit du 15 au 16 décembre, à 2 jours du scrutin, il est arrêté par la gendarmerie, non loin de Lola, en Guinée forestière, avec 2 compagnons, dont son garde du corps, Ben Karamoko. Livré aux mains de l'armée, il est transféré à Conakry, où un juge lui signifie son inculpation pour atteinte à la sûreté de l'État, tentative de fuite du territoire et recrutement de 800 mercenaires de pays voisins afin de déstabiliser le régime. Un scénario rocambolesque et cousu de fil blanc, mais dont la sanction n'est rien d'autre que la peine de mort. Ça n'était en aucun cas une tentative de quitter illégalement ou de fuite du pays. Enfin, comment je vais quitter, mais comment je vais faire. Bon, vous savez, Sipulou, c'est une petite ville. Il y a un hôtel, je crois qu'il y a 6 ou 8 chambres. On a dit qu'ils avaient des mercenaires à Sipulou. Comment vous connaissez Sipulou? Comment on peut avoir 600 mercenaires à Sipulou? Bon, on a fait beaucoup de bruit, etc. Bon, oui, bon. On vous arrête là-bas. On m'arrête à Pinet. Il est quelle heure? C'était la nuit? C'était... Oui, c'était en début de soirée. Vous êtes bousculé, maltraité? Comment ça se passe? Non. Et le président Conté a dit, il n'a pas dit de me garder, il m'a dit de me mettre en résidence surveillée chez moi. Il faut rendre à César ce qu'il appelle à César. Conté n'a pas voulu, comme il a dit, mettez-le en résidence surveillée chez lui. Mais c'est les gens, bon, je n'ai pas dit les noms aujourd'hui pour ne pas être méchant. D'autres qui ont dit non, on a des preuves de complot, ceci, cela, etc. Bon. Et le pouvoir a profité de cette occasion pour décapiter le parti. Presque tous les députés, tous les responsables nationaux à l'intérieur ont été arrêtés, incarcérés dans les camps, à Cancan, à Sigiri, à Zérekoré, à Conakry ici. Il y a eu des morts. Ensuite, on vous emmène à la maison d'arrêt alors? Il y a un grand bâtiment qui avait plus de 105 ou 300 détenus. Ils ont évacué tout le monde pour que je me retrouve seul dans ce grand bâtiment. Toutes les pièces ont été vidées. Et je me suis retrouvé seul, isolé, enfermé, isolé, sans aucun contact avec aucun prisonnier. Et c'était un isolement qui va durer jusqu'à la fin, finalement? Oui, ça a duré. Bon, évidemment, après, mes avocats, dont mon neveu Christian, me disaient « Alpha, il faut marcher. Toute la journée, il faut marcher. » Je ne comprenais pas pourquoi. Il dit « Non, il faut marcher. » Donc, je marchais, j'entrais dans la cour. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est lors de mon procès, quand je suis sorti enfin, j'ai vu des gens qui étaient devenus infirmes. Et parce qu'ils m'ont dit que si tu es en prison, tu es en cellule, si tu ne marches pas, tu finis par perdre l'usage de tes jambes. C'est pour qu'ils me disent tout le temps qu'il fallait marcher. Parce que vous faites des grèves de la faim au début? Oui, parce qu'on me refusait tout. Ni les journaux, ni rien, je n'avais rien. Alpha Condé occupe seul la cellule numéro 6 du bloc militaire. Ses conditions de détention sont extrêmes. Il est privé de toute visite familiale et il a pour seul compagnon les rats, les blattes et les moustiques. Sujet à des crises de paludisme, mal soigné, mal nourri, Alpha Condé multiplie des grèves de la faim pour obtenir le droit de rencontrer ses avocats, d'écouter la radio, d'écrire ou tout simplement de faire quelques pas dans la cour. Débarrassé de son rival, Lansana Conté est réélu président le 18 décembre 1998 avec 56% des voix. Le procès d'Alpha Condé se prépare et le régime cherche activement des faux témoins pour étayer l'accusation.
On arrête, on torture, on tue pour arracher des aveux. Ben Karamoko, le fidèle garde du corps, est le premier sur la liste. On a passé partout pour que je mens sur le président. Et comme ce n'est pas vrai, moi je n'ai pas fait, donc j'avais peur. J'ai vu beaucoup de choses. En prison, je connaissais l'homme, mais c'est en prison que j'ai connu l'homme. Vous avez vu des gens mourir? J'ai vu des gens mourir. Des gens qu'on était ensemble, ils sont morts devant moi. Et si, là-bas d'ailleurs, si quelqu'un meurt, c'est comme même un poulet, c'est mieux que lui. Parce que c'est des conditions extrêmes, très difficiles. Et quand tu traverses ça, vraiment, tu as peur toi-même. Parce que, est-ce que je vis comme ça, peut-être la même chose peut m'arriver demain encore, je ne sais pas. Alors qu'Alpha Condé croupit au fond de sa prison, une vaste campagne de mobilisation s'organise en sa faveur à l'étranger. Sous l'impulsion de l'universitaire français Albert Bourgi et de son épouse Evelyne, un comité de soutien voit le jour à Paris avec des correspondants un peu partout en Afrique. Tour à tour, les présidents Diouf, Bongo et Chirac, mais aussi Jimmy Carter et Kofi Annan, interviennent directement auprès du président Lansana Conté. Rapidement, c'est-à-dire l'information est passée très très vite dans les médias bien sûr français, relayés bien évidemment aussi par les médias locaux. Ça a été le cas au Sénégal, beaucoup au Sénégal, ça a été le cas en Afrique centrale, beaucoup, notamment en République centrafricaine, je me souviens. L'Assemblée nationale avait été immédiatement saisie de la question de l'arrestation d'Alpha Condé et la protestation donc a commencé à surgir un petit peu partout. Le 12 avril 2000, le procès d'Alpha Condé et de ses co-accusés s'ouvre enfin. Très vite, il prend des allures de farce et de mascarade judiciaire. Les avocats des prévenus se retirent pour ne pas cautionner cette parodie. À la barre, les témoins à charge ne cessent de se contredire et de démentir les dépositions qu'ils avaient faites, parfois sous la contrainte. Les juges se ridiculisent sous l'œil des caméras, confondent les lieux et les noms, se perdent en arguties grotesques. Le 11 septembre, après 5 mois de comédie, le verdict tombe. 5 ans ferme pour Alpha Condé. Vous leur en voulez à ces faux témoins, à tous ces gens-là? Non, mais parce qu'il y a une femme qui est venue de Lola, à la tribune, elle a dit, qu'est-ce que je dois dire? Ce qu'on m'a dit à Lola de dire ou ce qu'on m'a dit à Conakry de dire. Et c'était ridicule. Ensuite, maintenant, des témoins ont fui. Ils se sont trouvés sans témoins. C'est en ce moment que 2 autres, je ne vais pas dire leur nom pour ne pas être méchant, sont partis prendre des faux témoins pour les amener, mais les ont mal préparés. Donc quand le juge, le président Sima, a commencé à leur poser des questions, il y avait tellement de contradictions qu'il a été obligé d'arrêter, de dire, bon, on suspend la séance. Bon, c'était... Bon. Est-ce que vous en voulez encore ou vous avez pardonné le procureur, le juge, ceux qui vous ont condamné, ceux qui vous ont arrêté, les geôliers? Vous savez, il y a eu des choses... Est-ce que vous leur en voulez encore? Non, moi, je n'avais à personne la preuve. Bon, vous savez, moi, j'ai toujours eu l'idée qu'il faut savoir pardonner et travailler avec tout le monde. Je sais que Sima, en tant que président, était très ennuyé. Lui, il avait dit au président Conté, vraiment, ce procès-là n'a pas de sens, vaut mieux qu'on utilise le Parlement pour demander sa libération. Mais ils l'ont mis de côté. Donc, on voulait que je vienne enchaîner des prisons. Sima a refusé, dit non, il ne vient pas enchaîner. Parce qu'il voulait m'enchaîner pour me mettre dans l'avertissement. C'est tout catégoriquement opposé qu'on m'enchaîne. Et je venais donc les bras libres. Le 18 mai 2001, contre toute attente, Alpha Condé et ses camarades sont libérés après 27 mois de détention. Aux pressions américaines et européennes se sont jointes celles des députés guinéens et de journaux indépendants comme le Lynx et la Lance. Le président Conté, acculé, ne pouvait que reculer. Considérablement amaigri par l'épreuve, Alpha Condé est épuisé, mais plus déterminé que jamais à renouer les fils de son destin.
Après une longue tournée de remerciements auprès de ceux qui l'ont soutenu, Alpha Condé, qui ne lâche jamais, revient à Conakry pour préparer l'échéance présidentielle de décembre 2003. Mais encore une fois, le verdict est connu d'avance. Alpha Condé prend alors la décision de se retirer de la course. Résultat, le président Lansana Conté est réélu avec un score indicible de 98% des voix. Un triomphe usurpé qui est pour lui le début de la fin. Malade, il est incapable de faire face à la frénésie prédatrice de ses collaborateurs qui mettent le pays en coupe réglée et il envoie l'armée mater dans le sang les manifestations syndicales de février 2007. Le 22 décembre 2008, Lansana Conté, ancien sous-officier de l'armée coloniale française, meurt après 24 ans d'un règne calamiteux. On va revenir un petit peu sur vos relations avec Lansana Conté. Apparemment, vous ne l'avez vu qu'une seule fois aux funérailles de sa mère. Lorsqu'il a perdu sa mère, nous sommes musulmans, j'ai estimé qu'il était de mon devoir d'aller présenter des condoléances. Donc il a été très correct. Quand je suis arrivé, il n'avait pas commencé encore. Dès que je suis arrivé, il a dit de commencer. Les condoléances, et je suis le premier qui soit... Mais il y a une scène extraordinaire. Quand je suis arrivé, aucun ministre ne m'a approché. J'étais comme le pestiféré. Mais dès que Conté a demandé qu'on commence et qu'il m'a reçu le premier pour présenter les condoléances, tous sont venus vers moi maintenant. J'ai dit, ouais, la Guinée, c'est ça la Guinée. Mais dès que j'ai fini, j'ai pris ma voiture, je suis parti. C'est la seule fois où j'ai rencontré le président Conté. Il y avait une légende qui disait qu'il perdrait son pouvoir le jour où vos yeux se croiseraient. Oh, mais ça, c'est vous savez, ça, c'est le mysticisme en Guinée. Bon. Ces réalités mystiques qui entourent le pouvoir en Guinée, vous y croyez ou vous n'y croyez pas? Vous faites Vous avec? savez, moi, je crois en Dieu et je crois au sacrifice parce que ça fait partie des obligations des musulmans. Le sacrifice, c'est quoi? C'est donner aux pauvres. Mais je ne suis pas dans le mysticisme. Écoutez, je suis récent. J'ai vécu les 3 quarts de ma vie en Europe. Est-ce qu'à Paris, est-ce que j'avais un marabout? Non. Quelques heures après le décès du président Lansana Conté, un capitaine parachutiste de 44 ans, Moussa Dadis Camara, surgit à la télévision pour annoncer sa prise du pouvoir. On n'est pas des politiciens. On est des hommes directs, des hommes francs, des hommes qui sont en contact avec le peuple, avec le bas peuple. Son discours populiste et sa promesse d'organiser des élections démocratiques font long feu lorsqu'il annonce son intention de se présenter à la présidentielle de décembre 2010. Face à ce militaire aussi fantasque qu'incontrôlable, l'opposition se restructure et s'unit. Elle organise le 28 septembre 2009 un meeting dans le plus grand stade de la capitale. Meeting brusquement interrompu par des militaires qui tirent à balles réelles et se livrent à une centaine de viols. On relèvera 156 morts et 1 millier de blessés. Absent de Guinée ce jour-là, Alpha Condé condamne fermement ce massacre. L'ONU parle de crimes contre l'humanité et la junte au pouvoir se déchire. Suite à ce drame, le 3 décembre 2009, Moussa Dadis Camara est victime d'une tentative d'assassinat et il est grièvement blessé. Le général Sekouba Konaté, alors ministre de la Défense, lui succède pour une période de transition de 11 mois qui, cette fois, sera respectée. Pour la première fois depuis l'indépendance en 1958, les Guinéens vont pouvoir choisir démocratiquement leur chef d'État. Le 7 novembre 2010, après 2 scrutins difficiles et grâce à des ralliements entre les 2 tours, Alpha Condé l'emporte avec plus de 52% des voix face à Cellou Dalein Diallo. Moment d'émotion et de gravité. Après 40 ans de combats politiques, d'exil et de prison, celui que l'on surnommait l'éternel opposant passe enfin de l'autre côté du miroir. Quand on a dit le RPG Alpha Condé a gagné, j'ai sauté. Tous les gens qui étaient là, les gens, tout Cancan était venu chez moi. Mais c'était
extraordinaire. C'était une scène que je ne peux même pas décrire. Vous êtes élu. Quelle est votre première pensée, votre première réaction lorsque vous apprenez que vous êtes président de la Guinée, après un si long parcours, un si long combat? Non, j'ai vu surtout les défis qui étaient devant moi. Et tout de suite, j'ai demandé à Kassouri, j'ai dit au Claude Kassouri, on va faire venir le Fonds monétaire pour connaître la situation réelle. Parce que la Guinée n'avait jamais pu terminer un programme avec le Fonds monétaire. On n'avait même pas de programme. Tout le programme a échoué. Attendez. Tous les chefs d'État, tous les candidats, quand ils apprennent qu'ils sont élus, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont heureux. Certains sablent le champagne, d'autres font la fête, aux Fouquettes. Bref, moi, ma préoccupation, c'est de savoir rien. De quelle situation j'ai hérité, comment je vais faire. C'est ça tout de suite qui vous préoccupe. Moi, je me suis battu. Vous savez, moi, je pouvais mourir sans devenir président. Je n'ai jamais changé. Vous savez, il y a beaucoup d'opposants, au bout de quelques années, ils sont fatigués, moi, à la soupe. Moi, j'ai dit que tant que je n'arrive pas à un moment où je peux appliquer mon programme, je reste opposant. Combien d'opposants africains ont pu rester opposants même 20 ans sans aller à la soupe? Bon, Mandela, oui, parce qu'il était en prison. Moi, j'ai été opposant 45 ans et je n'ai jamais varié d'un point. J'ai dit, tant que je n'arrive pas à être en mesure d'appliquer mon programme, je n'irai pas. Donc, j'étais prêt à être opposant 50 ans, et même s'il faut mourir sans être président, non, j'étais prêt, parce qu'il fallait que je reste fidèle à mes engagements. Je me suis battu pour ces engagements, je ne peux pas faire de compromission. Je peux faire des compromis politiques, mais pas des compromissions. Oui, mais quand on est président, tout de suite, le protocole change. Vous savez que moi, je n'ai jamais été protocolaire, vous le savez très bien. Et puis, je n'ai pas voulu habiter le palais, j'habitais chez moi. Je n'ai pas déménagé au palais, j'ai refusé. J'habitais chez moi à Kipé. C'est lorsqu'il y a eu l'attentat contre moi que j'ai déménagé à la présidence. C'est-à-dire, la présidence, ça ne change rien dans mes habitudes. Je restais chez moi à Kipé et je vivais de la même façon. Ça ne vous a pas tourné la tête? Non, mais pourquoi voulez-vous? C'est-à-dire, le pouvoir, pour moi, ce n'est pas un pouvoir de jouissance, c'est les obligations. Comment utiliser le pouvoir pour changer les conditions de vie des gens? Nul vertige ne saisit le professeur Alpha Condé lorsqu'il accède au pouvoir. D'abord parce qu'il s'y prépare depuis des années, ensuite parce qu'il est encore en deuil de son frère Malik, si important à ses yeux, décédé 5 jours avant son investiture. Enfin parce qu'il hérite d'un pays saigné à blanc par des décennies de malgouvernance. Sur tous les plans, économiques, social, psychologiques, la situation de la Guinée est désastreuse. Et comme si ce constat en forme de dépôt de bilan ne suffisait pas, il lui faut faire face à une tentative d'assassinat menée par des soldats perdus en juillet 2011, puis à la terrible épidémie d'Ebola qui paralyse le pays pendant plus de 2 ans. Vous arrivez donc au pouvoir à Conakry et vous dites, je trouve un pays, mais je n'ai pas trouvé un État. J'ai hérité d'un pays, pas d'un État. L'État, ça veut dire une armée, des forces de l'ordre, c'est-à-dire des forces de l'ordre, armée, police, gendarmerie, une administration et une justice. Or, vous savez, lorsque je suis arrivé, ce qu'était l'armée guinéenne, tous les ans, les militaires changeaient de grade tous les ans. Il y avait des chars dans les rues. Donc, avec l'accompagnement des Nations Unies et de la France, avec le général Clément Bollet, à l'époque du Quai d'Orsay, nous avons donc entamé, qui nous a amené non seulement à mettre 4000 militaires à la retraite, mais à créer aussi un système d'avancement, un tableau d'avancement, qui faisait des critères très précis parce qu'on avait des gens qui étaient colonels, qui n'avaient même pas le CRP, c'est-à-dire ce qu'il faut pour être caporal-chef. Et la réforme a été un succès parce que l'armée a accepté, même si pas facilement, mais l'armée a accepté, elle a été républicaine. Et le Clément Bollet a dit partout que ce n'est pas une réforme, c'est une révolution, et que d'autres pays pouvaient prendre l'exemple. Depuis 2011, Alpha Condé mène et vit le développement de la Guinée comme une course contre la montre. Agriculture, infrastructure, eau, électricité, politique des grands barrages, lutte contre la pauvreté.
Si la Guinée est un scandale géologique, le vrai scandale était sans doute que ses ressources n'avaient jamais jusqu'ici profité à la population. L'obsession de cet homme pressé a toujours été de réparer cette fondamentale injustice. Tous les chantiers sont prioritaires. Il y a notamment le chantier minier. Donc, vous vous lancez dans une grande réforme. J'ai d'abord publié tous les contrats miniers en Guinée, tous les contrats miniers sans exception. Et maintenant, j'ai engagé une réforme. Évidemment, le problème se posait, c'est le problème de Rio Tinto à Simandou. Rio Tinto était à Simandou depuis des années. Simandou était un mineur de fer magnétite extrêmement riche, qui est le mineur de fer le plus riche au monde en dehors de Careja en Amazonie. Donc j'ai exigé, bien que le code ne le prévoyait pas, qu'il donne 15% d'actions gratuites. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai demandé aussi qu'on écrive que la Guinée peut acheter, évidemment au prix du marché, 20% des actions, ce qui nous amène à 35% dans la minorité de blocage. Voilà dans quelles conditions. Le nouveau code minier, si vous avez eu votre permis par corruption, on enlève votre permis. Donc, nous avons annulé 800 permis. Je dis bien 800 permis que nous avons annulés. Parce que vous avez des gens qui avaient des permis pendant 3, 4, 5 et ne savaient même pas où se trouvait la mine. Octobre 2015. Deuxième scrutin présidentiel démocratique dans l'histoire de la Guinée. Candidat pour un second mandat face une fois de plus à Cellou Dalein Diallo, Alpha Condé l'emporte au premier tour avec près de 58% des voix. C'est un honneur pour moi de remercier le peuple de Guinée pour cette nouvelle marque de confiance qu'il vient de me renouveler en me portant une seconde fois à la majesté suprême de notre pays. Et la démocratie, Monsieur le Président, comment est-ce qu'elle se porte en Guinée sous le président Alpha Condé? Comment ça se porte? L'état des libertés, de la démocratie, du débat démocratique, il y a beaucoup d'élections. Vous savez, quand je suis... Et toujours des tensions, Président. Mais parce que vous savez, souvent, l'opposition, beaucoup d'opposants en Afrique sont pushistes. Ils ne comptent pas sur les élections. Vous savez, quand moi je suis arrivé, j'ai dépénalisé les délits de presse, on a permis à toutes les organisations d'aller visiter les prisonniers, etc. On a annulé la peine de mort, etc. Et on a organisé des élections. Mais évidemment, c'est ce qui est bizarre. Moi qui ai fait 45 ans d'opposition, été condamné à mort, à faire la prison, et qui sont battus pour la démocratie, c'est ceux qui ont organisé les élections les plus frauduleuses et qui aujourd'hui accusent qu'il n'y a pas de démocratie. Enfin, c'est un peu de l'aspect comique. Bon, il faut faire avec. Mais on a l'impression qu'au niveau partisan, je dis bien partisan, pas vous, mais les partis, il y a une bipolarisation en Guinée. Il y a votre parti et il y a l'UFDG de Cellou Dalein Diallo. On a l'impression que la scène politique est bipartisane et on a presque l'impression qu'elle est bipartisane en fonction de clivages communautaires, régionaux, ethniques. Je pense que l'ethnocentrisme est quelque chose de manipulé par les hommes politiques. Quand un politique a un problème, a un programme crédible, objectif, qui peut défendre objectivement, il se voit son programme. Quand il n'a pas un programme objectif auquel le peuple s'adhère, il s'appuie ou sur la religion ou sur l'ethnie. Je pense que c'est un mauvais... disons que c'est la maladie infantile de la démocratie. Bon, mais nous en sortirons, j'en suis convaincu, parce que la nouvelle génération qui vient sera moins sensible à ces questions ethniques, sera plus préoccupée par les points de développement, d'emploi, d'éducation, d'emploi, plutôt que les questions ethniques. Pour le panafricain viscéral qu'a toujours été Alpha Condé, le 31 janvier 2017 est une consécration. Ce jour-là, sur le toit de l'Afrique à Addis Abeba, cet admirateur de Kwame Nkrumah, de Marcus Garvey et de William Dubois est désigné par ses pairs pour présider l'Union africaine. Pendant une année, il ne va cesser de porter la parole et la fierté du continent aux quatre coins de la planète, tout en initiant les indispensables réformes de l'organisation. La Guinée fait son grand retour sur la scène panafricaine. Quel bilan tirez-vous, vous-même, de votre action à la tête de l'Union africaine? Et puis, qu'est-ce que ça a apporté et à l'Afrique et à la Guinée, cette présidence? Bon, je pense que ce n'est pas à moi à tirer le bilan, c'est aux Africains et à vous à tirer le bilan. Moi, je suis militant de la FEANF. Donc, ce qui caractérise les militants de la FEANF, quelle que soit leur révolution plus tard, que ce soit l'opposition ou le gouvernement, ils ont un caractère fondamental, ils sont panafricains. Donc, en venant à l'Union africaine, je ne faisais que continuer le combat que j'avais mené lorsque j'étais étudiant. Maintenant, le bilan, c'est d'autres à tirer, c'est pas moi. Il y a une phrase, Monsieur le Président, sur laquelle que vous allez m'expliquer, une phrase choc que vous avez prononcée.
il faut couper le cordon ombilical avec la France. Ça veut dire quoi? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les chefs d'État se comportent en adultes. C'est-à-dire quand vous avez le cordon ombilical, c'est-à-dire que vous êtes encore un bébé. C'est-à-dire qu'il faut que nous voyons qu'au fond, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Parce que ne pas penser que c'est les autres qui peuvent résoudre nos problèmes pour que tous nos problèmes dépendent des autres. Bon, donc il faut qu'on prenne nos responsabilités. C'est nous qui devons développer le pays. Ce n'est pas les Américains qui vont venir développer la France, ni les Anglais, c'est les Français qui vont développer la France. Donc il faut que les Africains comprennent que quel que soit le rapport d'amitié que nous avons avec notre pays, c'est nous qui devons développer. De Gaulle disait qu'un État n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. Le général de Gaulle est bien placé. Donc ça veut dire que nous devons avoir de très bons rapports avec la France. Nous avons une culture commune, etc. Mais nous devons nous comporter en État souverain ayant des rapports d'État souverain. Il y a une phrase, Président, que vous avez dite dans une interview, que la Guinée était un aigle enchaîné et que votre but était de lui ouvrir les ailes. Oui, Est-ce que vous pensez que c'est en train de se faire, que ce moment est venu? C'est en train de se faire. Pourquoi? Parce que nous commençons à avoir de l'énergie, mais surtout, nous avons fini le premier programme formel avec le Fonds monétaire qui est très contraignant. Aujourd'hui, nous commençons à avoir accès à des crédits non conditionnels. Et au fur et à mesure que nous réussissons, nous aurons de moins en moins, nous aurons de plus en plus accès aux crédits non conditionnels. Quand je suis arrivé, on ne produisait pas plus de 13 millions de tonnes de bauxite, alors que nous avons plus de la moitié des hommes. Aujourd'hui, nous allons devenir le premier producteur mondial de bauxite, mais en même temps produire l'alumine. Nous avons 6 000 mégawatts de barrages hydrauliques que nous n'avions pas. Nous sommes en train d'avancer. Bon, nous sommes un pays très touristique, comme vous voyez. Donc, avec les infrastructures, l'accord avec la Chine va nous permettre de faire les routes, les chemins de fer. Donc, le tourisme va aussi beaucoup se développer. C'est-à-dire, les richesses guinéennes qui étaient en jachère vont pouvoir être mises en valeur. C'est donner les possibilités au peuple de Guinée d'utiliser toutes ses forces pour transformer son pays. Voilà, l'aigle, c'est le peuple de Guinée. S'il a aujourd'hui les moyens d'utiliser toutes les richesses de ce pays-là, alors la Guinée pourra aller très loin. C'est donc prendre son envol. Dernière question, Monsieur le Président. Projetons-nous, disons, en 2025. La Guinée en sera où? Où est-ce qu'on en sera en 2025? Dieu seul le sait. J'espère que la Guinée sera à la veille d'être un pays émergent, sinon émergent. Alpha Condé est un être rare, le fruit d'un parcours unique dans l'univers des chefs d'État contemporains. Des ruelles de Mafenko aux amphithéâtres de la Sorbonne, des chemins de Guinée forestière à la cellule 6 de la prison de Kaloum, de l'appartement d'exil parisien au palais de Sékou Toureya, chaque jour et chaque nuit que Dieu a fait, Alpha Condé n'a jamais cessé de respirer, de lutter, de frissonner au rythme de ce pays inscrit au plus profond de sa chair. L'histoire de la Guinée ressemble parfois à un fleuve de passion qui charrie tout sur son passage dans un fracas assourdissant. Entre cette nation glorieuse et tourmentée et celui qui a su lui rendre fierté, sérénité et confiance, l'histoire n'est sans doute pas achevée.